Chaque jour, des milliards de clics. On visite un site web sans même y penser. Mais derrière ce geste si simple, il y a un voyage absolument fascinant. Une course à la vitesse de la lumière à travers un réseau mondial d'une complexité folle. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce voyage. Tout commence ici, avec une action qu'on connaît par cœur. On tape une adresse, on appuie sur Entrée, et on s'attend à ce que la magie opère quasi instantanément. Mais justement, que se passe-t-il vraiment dans ces quelques millisecondes? Comment est-ce que notre simple demande arrive à trouver son chemin parmi des milliards de destinations possibles pour nous ramener pile ce qu'on cherche? C'est toute la question et on va y répondre. Alors voilà le programme. On va suivre le parcours d'une requête de A à Z, de son point de départ jusqu'à sa destination finale, en explorant toutes les étapes clés qui rendent cette prouesse possible. Allez, on attaque. Avant même de pouvoir envoyer la moindre information sur le réseau, notre appareil, que ce soit un téléphone ou un ordinateur, a besoin d'une chose absolument essentielle, une identité, une sorte de passeport pour le monde numérique. Et cette identité, c'est ce qu'on appelle l'adresse IP. En fait, il faut voir ça comme une adresse postale pour notre appareil. Sans elle, impossible d'envoyer ou de recevoir quoi que ce soit. C'est notre fournisseur d'accès Internet, le fameux Fi, comme Orange, Free ou Bouygues, qui nous attribue cette adresse unique. Et la façon dont on obtient cette adresse IP, eh bien, ça dépend. À la maison, en Wi-Fi, le FAI donne une seule adresse IP publique à la box. Et tous les appareils de la maison, la tablette, les téléphones, les ordis, passent par cette unique porte. Par contre, en 4G ou 5G, c'est tout différent. Là, chaque appareil reçoit directement sa propre adresse IP, sa propre identité, via l'antenne relais la plus proche. D'ailleurs, ce choix de connexion, il n'est pas anodin. Figurez-vous que se connecter en Wi-Fi consomme entre 3 et 10 fois moins d'énergie qu'en 4G. C'est un petit détail technique, mais avec un impact écologique bien réel. Bon, passons à l'étape suivante. Notre appareil a son identité, maintenant il doit franchir la première porte pour sortir de la maison. Et cette porte, c'est le routeur, ce qu'on appelle tous les jours notre box. Le truc, c'est que la box, elle a une double vie. Elle vit dans deux mondes en même temps. D'un côté, il y a le réseau local de la maison. Là, elle a une adresse IP privée du type 192.168.0.1 pour communiquer avec tous nos appareils. Et de l'autre côté, il y a Internet, le monde extérieur. Et pour ça, elle a une adresse IP publique. Elle est là au milieu et elle fait le traducteur entre les deux. C'est ça, la définition même d'un routeur. Son vrai job, ce n'est pas juste de nous donner du Wi-Fi. Sa mission première, c'est de connecter des réseaux différents. Il agit vraiment comme un pont, un agent de liaison entre le petit monde de notre réseau local et l'immense réseau mondial qu'est Internet. Ok, donc notre requête a quitté la maison, elle a bien une adresse d'expéditeur. Mais comment elle connaît l'adresse du destinataire? Parce qu'on a tapé monnomlant.fr, pas une suite de chiffres incompréhensibles. C'est là qu'intervient l'immense annuaire d'Internet, le DNS. Notre appareil, en gros, il demande « c'est quoi l'adresse pour mon-entrée.fr » La demande part vers un serveur DNS. Ce serveur, il fait une seule chose, il cherche le nom dans son répertoire et il trouve le numéro de téléphone qui correspond, c'est-à-dire l'adresse IP du serveur du site. Et voilà, notre requête connaît maintenant sa destination, 20.2.23.4. Bien, on a l'adresse de départ, on a l'adresse d'arrivée. Super, mais comment notre petit paquet de données va s'y rendre? Il y a des millions de chemins possibles. Évidemment, il ne va pas en prendre un au hasard, il va chercher le plus efficace. Pour ça, Internet utilise ce qu'on appelle des tables de routage. C'est un peu comme un Waze ou un Google Maps, mais à l'échelle mondiale et en temps réel. Un GPS surpuissant qui ne cherche pas forcément le chemin le plus court, mais bien le plus rapide et le plus fiable, à l'instant T. Et comment est-ce qu'il prend sa décision, ce super GPS? En fait, des serveurs dédiés ne font que ça, toute la journée, mettre à jour ces cartes. Ils analysent en permanence la vitesse des connexions, la qualité du réseau pour éviter de perdre des infos en route et même l'état de santé des millions de routeurs qui composent Internet. Tout ça pour toujours choisir le meilleur itinéraire. Et voilà, en une fraction de seconde, notre requête a traversé le globe et elle est arrivée à destination, le serveur. Le voyage technique est terminé. Mais il faut bien comprendre que ce petit paquet de données, ce n'est pas juste un signal abstrait, ce sont nos informations. Et savoir où elles atterrissent, ce qu'on en fait, c'est peut-être ça, le plus important. Le voyage technique, c'est une chose. Mais la destination de nos infos personnelles, c'en est une autre. Ça soulève des questions fondamentales. Est-ce qu'on a la possibilité de supprimer nos données? Est-ce qu'on est au courant si on les utilise? Et comment? Ça nous pousse à réfléchir au contrôle qu'on a ou qu'on devrait avoir. C'est pour ça qu'au-delà de la pure technologie, il y a des réflexes à prendre. Ces serveurs, ils stockent nos vies numériques. Ça devient donc crucial de se poser les bonnes questions avant de cliquer sur « J'accepte ». Est-ce que je peux récupérer mes billes si je veux partir? Est-ce que le service est transparent? Est-ce qu'il respecte les lois comme le RGPD qui sont là pour nous protéger? Finalement, ce voyage d'un simple clic nous montre une infrastructure technique juste incroyable. Mais il nous rappelle aussi que derrière les adresses IP, les routeurs et les serveurs, il y a des données, des personnes et des responsabilités. Et ça pose une question fondamentale pour notre époque.
On a défini des règles ultra précises pour que les machines communiquent entre elles. Mais quelles sont les règles pour les humains qui les contrôlent?